C'est avec un immense plaisir que je vous retrouve dans la suite des programmes de New World Economy dans Correspondance Afrique. Ils sont 5 à être invités à la Maison Blanche pour discuter des sujets bilatéraux. Et justement, c'est pour en parler que je reçois pour vous Michel Samuel Takba. Il est économiste, journaliste économiste, résident aux États-Unis, pour nous en dire plus sur cette visite ou cette invitation du président Donald Trump à l'endroit des 5 chefs d'État africains. Alors, que cherche Donald Trump en Afrique? Michel, bienvenue dans cette émission, bienvenue dans Correspondance Afrique. Bonjour cher ami, merci, c'est toujours un plaisir de parler de l'Afrique et surtout de ce pays merveilleux qui m'accueille également. C'est toujours également un plaisir de servir la télévision New World TV. Michel, pour une première fois depuis son premier mandat, il semble que le président Trump s'intéresse à l'Afrique, de plus en plus à l'Afrique. Selon toi, qu'est-ce qui explique ce changement de paradigme? Bon, en vrai, le président Trump, malgré le fait que lors de son premier mandat, n'ait jamais voyagé en Afrique, a toujours gardé, il faut le dire, un œil sur les affaires du continent. Par exemple, un des tout premiers présidents à lui rendre visite à la Maison Blanche après sa victoire était le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Ensuite, la géopolitique aujourd'hui mondiale a changé depuis les années 2017 où il a été élu. La Russie a été exclue du concert international. L'Europe connaît une phase de relative dépression. Le front oriental, notamment les BRICS, ont gagné en visibilité et en notoriété. Autant de facteurs qui expliquent qu'aujourd'hui, il doit exister une politique africaine du président Donald Trump. Le American First veut aussi et surtout, cher Messi, dire American First Partner. Alors, Michel, vu les débats ou les échanges, selon toi, quels sont alors les accords économiques attendus ou qui ont été signés au cours de cet entretien, au cours de cette rencontre avec le président américain? Alors, pour être direct et clair, les discussions ont tourné autour de la richesse minière de ces pays et donc de l'Afrique. Pour le président Donald Trump, il y a un grand potentiel économique en Afrique, comme peu d'autres endroits, à bien des égards. C'est une déclaration sans filtre qui fait de la politique américaine aujourd'hui un enjeu sans dupe, surtout loin du conservatisme théâtraux, bien du conservatisme théâtraux auquel joue la classe politique traditionnelle. En substance, les États-Unis veulent accroître leur implication en Afrique, notamment dans des pays riches en minerais et qui sont des ressources pour l'économie mondiale. D'autant que le président Donald Trump a en retour promis en 2015 surtout la sécurité de ces pays en déclarant, je cite, « J'ai hâte de travailler avec chacun d'entre vous, discuter des problèmes et aussi pour parler de sécurité de ces pays. » Nous avons vu le président gabonais défendre à bec et ongle son pays, les atouts de son pays. Et qu'est-ce qui expliquerait cette prise de parole du président gabonais? Alors, vous savez, il même agi dans le cadre de cette conférence séduira le mieux. Une sorte d'exposé et surtout de présentation auquel se sont prêtés les 5 chefs d'État. Il n'y a pas que le président gabonais. Un long exposé du président mauritanien, par exemple. Vous avez suivi les débats. Le président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a même incité le président Donald Trump à couper court à son intervention. Soyons brefs, a-t-il dit concis, aller droit au but à recadrer le président américain. Sinon, pour le reste, évoquant par ailleurs la stabilité politique de ces pays, notamment du Sénégal,
le président Bassirou Diomaye Faye a, dans ses propos, de l'environnement réglementaire favorable dont dispose son pays. Le président Diomaye a également souligné la richesse de son pays en ressources naturelles, notamment en gaz, vous connaissez bien le Sénégal, et en pétrole. Il a ensuite demandé au président d'investir dans la création d'un club de golf au Sénégal, dans ses qualités de golfeur, une sorte de manière pour pouvoir amuser un peu le président américain et le mettre dans le débat. Pour le Gabon, dont vous parlez, le président Oligui, par exemple, il a d'abord loué de nombreuses la qualité de la population gabonaise, qui est, selon lui, de 2 millions d'habitants sur un territoire situant 4 fois le Togo, notre pays, d'une grande diversité également de matériaux bruts, des réserves de pétrole, vous connaissez bien le Gabon, et de gaz. Le président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema a même indiqué directement une volonté que ces ressources soient exploitées dans un futur proche. Il est très pressé visiblement, ce militaire qui devient donc civil à la tête du Gabon. Pour ne citer que ces exemples, ou bien les exemples de ces pays, eh bien oui, il y a eu des échanges bilatéraux, comme vous le dites, cher. Merci. Alors, quel impact économique cette rencontre pourrait avoir dans l'évolution ou le développement de ces pays, de ces chefs d'État qui ont eu à rencontrer le président Donald Trump, selon vous, Michel? Alors, vous savez, pour se hisser au fait du commerce mondial, c'est-à-dire au sommet, il va falloir faire de l'Afrique un partenariat, ou bien un partenaire privilégié, pas seulement en tant qu'exportateur de matières premières, mais surtout en tant que négociant direct de lui-même, ses ressources et ses capacités. Et donc, c'est une manière de mettre aujourd'hui l'Afrique au devant de la scène, aux antipodes, si je peux m'exprimer ainsi, de ce qui se faisait avant dans les partenariats entre l'Afrique et d'autres puissances mondiales. Et je pense que ça, beaucoup de pays du G20 le savent depuis. Il faut ajouter à cela que le mécanisme global des relations internationales a véritablement changé aujourd'hui et les rapports sont de plus en plus directs, avec moins de bureaucratie comme on le voyait avant et plus d'acteurs parallèles. Est-ce que vous avez remarqué qu'ils ont abordé des points pouvant participer à l'explosion économique de leur pays, respectivement? Oui, comme je l'ai dit, chaque président est arrivé à exposer véritablement ce qui peut faire avantager son pays. Vous savez que l'Afrique, comme tout le monde entier, est en train de vivre des réalités aujourd'hui, surtout des réalités économiques. Et donc, chaque président a eu à aborder des points précis. Je l'ai dit tout à l'heure, vous avez suivi l'exposé du président mauritanien, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, qui a été peut-être long dans ses approches, mais qui à un moment donné a été aussi recadré par le président Donald Trump, parce que vous connaissez la première personnalité américaine. Elle est aussi directe et droite. Donc le président Donald Trump a vite compris le message qu'a voulu véhiculer le numéro 1 mauritanien. Il y a également, comme je l'ai dit, le président sénégalais qui a parlé de cette volonté de pouvoir hisser son pays vers des lendemains meilleurs économiquement. Et donc, il a invité tout simplement le président Donald Trump et son administration à pouvoir investir dans ses ressources naturelles, notamment le pétrole et également le gaz. Le président gabonais également a parlé de toutes les possibilités qu'offre son pays, notamment le bois. Le Gabon est très riche en bois, oui, et également en gaz, oui, sans oublier le pétrole. Oui, Michel, on avait compris ce passage, mais le président Diomaye Faye, le président sénégalais, il a également invité Donald Trump à venir jouer au golf dans son pays.
Et pensez-vous que c'est une stratégie pour ramener les États-Unis, les investisseurs américains au Sénégal? Ben, vous savez, le président Diomaye Faye a vite compris que euh, lors de son premier mandat, le président Donald Trump visiblement ne s'est pas trop intéressé à l'Afrique, du moins physiquement si on peut le dire, parce qu'il ne s'était pas déplacé sur le continent africain. Et donc c'est une manière pour lui de l'inviter à visiter au prime abord son continent. Ensuite, c'est une manière diplomatique de pouvoir parler. Il sait que le président Donald Trump, son sport préféré, c'est le golf. Donc, il s'intéresse à ce sport et, il veut juste montrer que son pays offre les possibilités pour pouvoir ensuite l'accueillir et offre également les possibilités pour pouvoir exposer ce sport aussi riche, réservé à une certaine classe sociale dans son pays. Et donc, il l'a même invité à venir créer une sorte de club de golf dans son pays. Et donc, moi, je dirais que c'est une manière diplomatique, même si on ne voyait pas le président Diomaye Faye utiliser un certain brio sur ce domaine. Il a fait avec aisance à la Maison-Blanche. Effectivement. Et il y a également Donald Trump, le président Donald Trump, qui a mentionné la richesse abondante des ressources minières de l'Afrique. Et d'autres pensent que le président Donald Trump ne s'intéresserait qu'aux ressources minières de l'Afrique et que c'est pour cette raison qu'il aurait invité les 5 chefs d'État africains. Quel est votre avis, Michel? C'est un avis partagé. Je pense que s'il s'intéressait uniquement aux ressources de l'Afrique, il allait inviter tous les présidents africains. Parce que ce n'est pas seulement le Sénégal, le Libéria, puisque ce dernier aussi a été invité, la Guinée-Bissau également, le Gabon, ces 5 pays, la Mauritanie, qui sont riches sur le continent. Il y a également la Côte d'Ivoire, notre pays, le Togo, l'Afrique du Sud, même si le président Cyril Ramaphosa était passé par là. D'autres pays sont également riches. Oui, et il a vu en Afrique une possibilité de pouvoir évoluer dans un monde aussi mouvementé, surtout économiquement et politiquement aujourd'hui. Mais je pense que c'est une première sélection de ces pays. D'autres pays suivront indubitablement. Donc, moi, je pense que oui, il vise ces aspects, l'aspect richesse de l'Afrique. Mais au-delà de cela, il a sa manière également de lier la géopolitique mondiale avec la Chine qui investit véritablement aujourd'hui en Afrique, qui est, il faut le dire, le premier investisseur de l'Afrique, alors que sur le plan mondial, la Chine et puis les États-Unis sont en perpétuelle concurrence. Et donc, c'est une manière pour le président Donald Trump de dire, écoutez, la copie que j'avais fournie comme relation entre les États-Unis et l'Afrique quand j'étais à la Maison-Blanche en 2017, cette copie est différente de la copie que je veux fournir aujourd'hui. Le président Donald Trump, vous le savez, c'est quelqu'un qui a toujours visé le bien en plumeau de son pays. Et sur ce plan, il faut l'admirer parce que je dis souvent, si tous les présidents, surtout africains, arrivaient à faire comme lui, mettre au plan la richesse ou bien l'intérêt, j'allais dire, de son pays, ce serait une phase très importante de Alors, avant d'aborder la dernière question de notre entretien, Michel, il y a le président gabonais qui a dit au président Donald Trump, si vous avez du matériel de pointe et si vous ne venez pas vite, nous serons obligés de faire recours à d'autres puissances. Selon vous, sur le plan économique, que voudrait dire le président gabonais par cette phrase? Alors, le président Brice Clotaire Oligui Nguema veut tout simplement dire au président Donald Trump que la concurrence aujourd'hui est rude et que les puissances mondiales ont compris qu'elles ne peuvent pas avancer véritablement aujourd'hui sans l'Afrique. Et les gens ont compris. La Chine l'a compris et comme je l'ai dit tout à l'heure, la Russie est aujourd'hui sur le continent africain, même si elle est plus là sur le plan militaire,
Mais la Russie investit, notamment à Malabo, en Guinée équatoriale. La Russie, contrairement à ce que les gens pensent, est en Côte d'Ivoire. Elle est plus présente dans le Sahel. Il y a également d'autres pays. L'Iran, qui ne s'intéressait pas forcément à l'Afrique, l'Iran est aujourd'hui à Niamey au Niger. Il y a également la Turquie qui est en train d'envahir l'Afrique sur le plan économique. Donc, c'est une manière pour le président Brice Clotaire Oligui Nguema de dire au président Donald Trump, oui, nous sommes venus ici pour pouvoir parler de nos pays, mais écoutez, si vous ne vous dépêchez pas, il y a d'autres puissances qui sont derrière et qui ont envie de travailler avec nous. Et pour moi, une analyse particulière, il veut me dire que nous souhaitons véritablement travailler avec les États-Unis d'Amérique qui ont un lien étroit avec l'Afrique. Mais écoutez, si vous ne venez pas vite et que d'autres puissances nous font Est-ce que, queue, Michel, est-ce que cela hésiter. pourrait être considéré comme du chantage économique? À la fois oui et non. Chantage économique, oui, parce que ces pays aujourd'hui sont boostés ou bien sont acculés par d'autres puissances que j'ai eu déjà à citer. Donc c'est une manière de dire, écoutez, nous on ne va pas toujours attendre les États-Unis d'Amérique. Soulignons que les années qui sont écoulées, il faut dire que véritablement l'Afrique, à un moment donné, a attendu en vain les États-Unis d'Amérique. Elle n'était pas tellement présente. On a vu plus les États-Unis en Asie, on a vu plus les États-Unis également en Amérique latine, surtout sous l'administration du président Donald Trump, l'Afrique a été délaissée. Et c'est une chose particulièrement qui a frustré certains présidents africains, parce que comme je l'ai dit, les États-Unis ont toujours eu un lien étroit avec l'Afrique. Les deux pays ou bien les deux continents ont une histoire sacrée. Et donc, ça n'a pas forcément intéressé les Africains, les dirigeants africains. À la fois, non. C'est une méthode également pour le président Brice Clotaire Oligui Nguema de dire que nous sommes aujourd'hui dans un village planétaire, un monde très ouvert, et que si nous offrons nos ressources à une puissance qui ne veut pas forcément venir, alors, quel message la rencontre envoie au reste du monde sur la place de l'Afrique dans les relations internationales? Quel message cette rencontre envoie au reste du monde sur les relations internationales, parlant de l'Afrique, bien sûr? Oui, le message est clair aujourd'hui. Le monde ne peut pas évoluer, les puissances ne peuvent pas toujours aller de l'avant sans compter sur l'Afrique. L'Afrique a tellement de ressources, non seulement les ressources naturelles, mais également les ressources humaines. Vous savez que l'Afrique aujourd'hui est très jeune. Il y a des jeunes qui peuplent l'Afrique, et donc on doit compter sur forcément l'Afrique pour le devenir du monde. Et donc c'est un message qui a été transmis. Le second message est que les liens qui existaient entre l'Afrique et les puissances en matière d'exploitation des matières premières, comme je l'avais dit, ne sera plus comme avant. L'Afrique, en tant que négociant direct lui-même de ses ressources, c'est ce qui va se présenter aujourd'hui comme schéma et de ses capacités surtout. Et j'avais dit que les pays du G20 ont à un moment donné compris les démarches des pays africains, nonobstant les divisions qu'on a entre nous en Afrique. Ce sont les dirigeants, ce sont les Africains, les ministres, les hommes d'affaires qui se croisent chaque jour et qui pensent véritablement de l'Afrique. Et donc le G20 a compris. Et donc il faut ajouter à tout ce qui précède le mécanisme global des relations internationales et pour que l'Afrique puisse aujourd'hui avancer avec de bons rapports par rapport justement à ces puissances. Donc le message est clair, comptez sur nous maintenant pour pouvoir faire évoluer le monde, pour faire évoluer vos pays,
mais vous devez compter sur nous positivement et que nous avons un œil regardant maintenant sur les accords entre justement l'Afrique et ses puissances, non seulement les États-Unis, mais également d'autres puissances. Michel, est-ce que l'Afrique n'a-t-elle pas les moyens de développer elle-même son propre système d'exploitation des ressources minières? Est-ce que l'Afrique est obligée de faire tout le temps référence aux autres puissances mondiales pour l'exploitation de ces ressources minières, Michel? Ben, vous savez, comme je l'ai dit, on peut avoir des qualités et des défauts. Maintenant, si je peux m'exprimer ainsi, la qualité de l'Afrique, c'est qu'elle est très riche en ressources, comme on l'a dit tout à l'heure, mais elle n'a pas la capacité, ça précisons-le et soyons francs, elle n'a pas encore la capacité de pouvoir exploiter ces ressources. Et donc, si elle se réfère à des puissances qui sont à des années-lumière justement d'elle-même, donc de l'Afrique, pour moi, ce n'est pas une mauvaise chose. Pour donc répondre concrètement à votre réponse, l'Afrique a donc les ressources, mais n'a pas encore la capacité de pouvoir exploiter ces ressources. D'où sa démarche aujourd'hui. Et j'estime qu'il est temps également pour les Africains d'envoyer cette jeunesse dynamique, très intelligente, vers les États-Unis, vers la Chine, vers les grandes puissances pour pouvoir apprendre de ce qui se fait là-bas. Malheureusement aussi, oui, il y a des Africains qui sont dans ces pays, mais qui, devant les réalités de ce pays, refusent de revenir en Afrique. Donc, j'estime qu'il faut mettre les mécanismes adéquats en place pour non seulement permettre à cette jeunesse de bourlinguer vers ces pays, mais également lui permettre de revenir au bercail. Il va falloir mettre les conditions en place pour qu'on puisse évoluer. Sinon, il y a l'intelligence, il y a les atouts nécessaires. Et je dis souvent que Dieu nous a bénis. Maintenant, il y a des réformes en profondeur à faire. Il y a à changer de mentalité. Et nous espérons que d'ici là, l'Afrique pourra trouver justement les voies et moyens pour pouvoir changer ses mentalités. Michel, merci d'avoir répondu à nos questions. Ça a été toujours un plaisir. Je suis toujours à votre disposition. À très bientôt, cher ami. Merci de nous rester fidèles dans cette émission Correspondance Afrique. C'était Michel Samuel Takba. Il est journaliste en économie aux États-Unis. Il a répondu à nos questions. On se retrouve dans la suite de nos programmes sur New World Economy. À très bientôt.